Au sud-ouest de l'Asie, dans la péninsule arabique, l'émirat d'Abu Dhabi est stratégiquement situé. Il connut sa première expansion dans les années 1900 avec le commerce des perles. Au tout début du XXe siècle, Abu Dhabi comptait quelques 20 000 marins et plongeurs et 400 embarcations qui faisaient alors vivre la plupart des habitants. En 1930, l'économie s'effondre avec l'invasion du marché par les perles de culture japonaise. Heureusement pour la population, la découverte des premiers gisements de pétrole prépare bientôt un nouvel essor économique. La ville prend alors un visage résolument moderniste tout en s'engageant dans une vaste politique culturelle. Le district de Saadiyad en est le parfait exemple. Cette île abrite des musées et des institutions éducatives et culturelles, comme en témoigne le Louvre Abu Dhabi. Ce projet, initié il y a plus de 20 ans par les autorités françaises et les autorités des Émirats arabes unis, a été ouvert au public en 2017. Nous sommes donc en fait au cœur du monde arabe, dans une médina, c'est le terme arabe pour une ville, et donc l'architecture de ces petites maisons que vous voyez sont en fait les salles du musée qui sont connectées. Jean Nouvel dit toujours qu'il fait une architecture contextualisée, c'est-à-dire qu'il crée, et je pense qu'on peut vraiment parler de création d'une œuvre, il crée une œuvre architecturale dans un territoire donné. Et le dôme est peut-être la première œuvre de la collection du Louvre Abu Dhabi, ce dôme incroyable de 180 mètres de diamètre, de 7500 tonnes de poids, à peu près le poids de la Tour Eiffel, mais dans l'autre sens, qui est fait d'aluminium et d'acier. C'est un élément absolument clé de notre identité, et c'est aussi un ancrage local. Cet effet de filtration de la lumière que vous voyez derrière moi, qu'on appelle la pluie de lumière, qui est en fait une réminiscence de ce que vous avez dans les oasis à Abu Dhabi ou à Al Ain, où vous allez avoir entre les arbres et les feuilles, il y a cet effet comme ça de croisement, et la lumière filtre à travers ça, bouge, et ça crée une projection en fait. Nous sommes au milieu, vous voyez bien ces taches de lumière, elles bougent au fur et à mesure de la journée. Presque entourés par la mer, les visiteurs peuvent y accéder par voie maritime ou terrestre. Dans ce musée conçu comme une microcité, des espaces dédiés incitent à une multitude d'activités, dont des projections de films, des événements, des conférences, des repas, des rencontres, du kayak ou simplement du temps pour la réflexion. Tout comme s'ils flânaient dans les rues étroites d'une médina, les visiteurs peuvent explorer près de 55 bâtiments inspirés par l'architecture basse de la région, dont 23 d'entre eux sont dédiés aux galeries du musée. Il y a eu un choix de raconter une histoire, ce qui est aussi très très fort aux Émirats arabes unis. Nous sommes dans un pays de raconteurs d'histoire. Et donc, nous racontons une histoire qui est l'histoire connectée de l'humanité. Donc en fait, le musée, c'est comme une machine temporelle. Vous avancez au travers des salles, et au lieu d'avoir dans un musée les champs de la connaissance organisés par spécialité, vous avez les champs de la connaissance organisés par rapport au temps. Donc chaque pièce est une nouvelle époque. Vous partez à peu près il y a 10 000 ans, au début des traces matérielles que nous avons sur notre espèce, jusqu'à aujourd'hui. Loin d'être réservée à un public adulte, l'éducation a été le point de départ de ce musée. Plusieurs salles sont donc spécialement destinées aux enfants. Nous avons des œuvres de premier choix qui sont offertes à la taille des enfants, avec un dispositif ludique qui permet d'attraper leur attention. On leur fait jouer à des jeux qu'ils ne peuvent gagner que s'ils regardent bien les œuvres d'art. Et ça, c'est un dispositif qu'on a fait et qui nous permet d'accompagner une expérience familiale ou éducative. Ce musée est un dispositif apprenant global. C'est-à-dire qu'en fait, il a été décidé à un moment de transformation voulue par le pays. Donc en fait, on participe de la création d'un désir de musée de cette catégorie. Et
nous sommes aussi le lieu où on fabrique les professionnels des musées, le nôtre et des autres musées. Donc en fait, le Louvre Abu Dhabi est aussi une structure apprenante où on peut monter l'expertise des Émiriens et de toutes les nationalités qui habitent ici et qui deviennent en fait des spécialistes de musées connectés au monde. Avec plus de 1 300 000 visiteurs par an, il est devenu un lieu incontournable. À ses côtés, le Musée national Zayed et le Guggenheim vont bientôt agrémenter l'offre culturelle de l'île. Saadiyat est ainsi en passe de devenir le centre culturel des Émirats arabes unis, et cela crée une émulation pour de nombreux artistes locaux. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont des femmes, et de toutes les générations. Et elles ont fortement influencé ma pratique, et je travaille avec leur aide. Je travaille beaucoup avec des étrangers, et deux inspirations qui sont le côté bédouin de ma famille, et aussi l'autre côté qui est plus du bord de mer. J'utilise donc ces deux éléments pour les mélanger et créer mes propres œuvres en m'en inspirant. Rhoda, comme tout artiste qui se respecte, est pluridisciplinaire et grave aussi la pierre de motifs d'inspiration locale. Ces artistes locaux de tout âge se retrouvent ici avec des styles qui leur sont propres. J'ai commencé à peindre lorsque j'étais enfant et mes parents m'ont soutenue et j'ai étudié à l'université dans les Émirats, à l'université d'art. J'ai suivi les cours artistiques. Son œuvre est très variée et a été primée lors de nombreuses expositions, mais elle a une thématique préférée. J'admire les chevaux. J'aime dessiner des chevaux arabes et ce cheval que j'ai dessiné. Rabnan, c'est le cheval du Cheikh Zayed. Je l'ai peint avec un tapis parce que les deux ont une longue histoire avec nous, le tapis et le cheval. Ce lien avec leur histoire et leurs racines, partagés entre l'océan et le désert, se retrouve aussi dans l'art culinaire. La halle aux poissons, approvisionnée chaque matin par les pêcheurs locaux, démontre leur attachement aux ressources halieutiques. Les poissons les plus populaires aux Émirats arabes unis sont le poisson local, le capitaine, est le poisson numéro 1 que tout le monde désire. Il est meilleur frit ou grillé et se prépare également de différentes manières. C'est le vivano rouge local. Tout le monde le préfère grillé. Le rouget est un poisson local que l'on préfère frit. C'est le mérou, c'est aussi un poisson local. Tous ces poissons sont locaux, frais et vendus le jour même de leur pêche. Nous achetons notre poisson au marché, après on le dépose sur cet étal et nos clients peuvent choisir le poisson qu'ils veulent manger. On les porte alors en cuisine pour être grillés et nous servons aux clients. Délicieusement grillés, ces poissons sont bien entendu épicés, comme il est de coutume dans la cuisine émirienne pour aromatiser les plats. Rendez-vous donc dans une de ces nombreuses boutiques pleines de couleurs et aux parfums enivrants pour en découvrir toutes les variétés, leurs usages et leurs vertus. Hi, good morning. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça, c'est, regardez, comme le safran, mais c'est une fleur de cartame. La fleur de cartame est bonne pour le cerveau, bonne pour cuisiner. Et aussi, nous avons celle-ci, la sauge, qui est bonne pour le thé. Et cela, c'est l'hibiscus. L'hibiscus est bon pour l'hypertension et le cholestérol. Vous pouvez faire du thé glacé avec celui-ci. Et aussi, nous avons celui-là, c'est la fleur de grenade. La fleur de grenade est bonne pour les problèmes de peau. Et ici, nous avons l'indigo. L'indigo est bon pour faire un masque facial. Ceci est l'écorce de la grenade. Vous faites de la poudre et puis vous lavez votre corps. Ceci est comme de la crème que vous pouvez mettre sur votre corps. Autre aliment local inéluctable, la date. Ce fruit a répondu aux besoins alimentaires de générations de communautés du désert dans ce pays.
200 variétés différentes de dattes sont cultivées aux Émirats arabes unis. Nous avons plus de 30 à 40 variétés de dattes par mois. Maintenant, vous avez seulement deux types, la kassab arabe. La kassab est la date locale d'ici des Émirats. Et Eloïs, appelée El Ali, ce sont les dernières premières dattes fraîches, la saison se terminant. Nous avons seulement ces deux types. Les dattes séchées, qui peuvent être disponibles à tout moment de la saison et que nous pouvons conserver plus d'une année. Mais les deux autres ne sont disponibles que 3 à 4 mois par an et elles ne se conservent qu'une à 2 semaines. Celle-ci est la plus grande et dans cette taille, c'est la meilleure. Maintenant, nous avons seulement celles-ci qui viennent de Jordanie, de Palestine, d'Arabie Saoudite et d'Abu Dhabi et qui sont disponibles en ce moment. Si les épices et les dattes font partie intégrante des habitudes séculaires, il ne faut pas croire que la cuisine émirienne n'évolue pas. Depuis quelques années et après avoir travaillé avec de grands chefs, une nouvelle génération revisite la cuisine traditionnelle. Ce qui caractérise notre nourriture, ce sont les épices. Nous avons le lumingarbus, que je peux mélanger avec du citron vert, la cardamone et le safran. Ce sont les épices majeures de notre nourriture. Donc aujourd'hui, je vais faire un sérit. C'est à base de pain. C'est un type de pain très spécial. Il s'appelle regag. Il est très fin comme une crêpe et on met dessus des boulettes. Des boulettes de poulet ou de poisson et des légumes. C'est le plat traditionnel qu'ils font, s'ils ont du pain très vieux et dur, mais qu'ils ne veulent pas gaspiller, et donc ils sont dans la durabilité. Ils gardent leur pain et le ramassent pendant 2-3 jours, jusqu'à ce qu'ils en aient une bonne quantité. Et ils mettent dessus le bouillon et les boulettes, pour que le pain puisse être consommé. Et ensuite, ils peuvent le manger. Bon appétit! Préserver ses traditions, son patrimoine et développer Abu Dhabi comme un centre majeur de la culture et de l'art dans le monde est une bonne chose pour le dialogue des cultures et une meilleure compréhension entre les hommes. Mais il est un autre défi que cet émirat doit relever pour faire face d'une part au réchauffement climatique et d'autre part à l'accroissement de sa population qui témoigne des effets positifs du développement continu des infrastructures entrepris par l'émirat ces dernières années. Il est prévu que la population de la ville augmente fortement. Elle devrait atteindre 3 voire 5 millions d'habitants d'ici 2030, alors qu'elle n'en compte aujourd'hui qu'1 500 000. L'objectif du projet Abu Dhabi 2030 est donc de pouvoir répondre aux besoins actuels et futurs du développement de la capitale sans toutefois oublier l'identité culturelle et environnementale de l'émirat. Pour cela, de nouvelles technologies avant-gardistes sont mises en place dans certains projets. On les doit en partie au développement de l'éducation supérieure et des universités internationales locales, de vrais pôles d'excellence. L'université Sorbonne Abu Dhabi est une université qui est ouverte depuis 2006. C'est la seule université d'une université française à l'étranger, ici aux Émirats arabes unis. Lorsqu'on a ouvert en 2006, on avait très peu d'étudiants à l'époque, on en avait 200. Aujourd'hui, nous avons plus de 1400 étudiants sur l'ensemble des formations dans tous les domaines et les champs de compétences que représente Sorbonne Université, qui va du droit jusqu'à la médecine, en passant évidemment par les humanités. L'ensemble de nos diplômes sont les diplômes français édités à Paris et donc ont exactement la même valeur que ceux qui sont donnés pour nos étudiants en France. Nos étudiants ici sont pour partie émiriens. On a désormais presque 70% d'étudiants émiriens et le reste des 30% représente plus de 60 nationalités autour du monde. Ce qui fait de Sorbonne Université à Abu Dhabi un campus profondément international qui permet de faire ce pont entre les civilisations qui était voulu à la fois par le gouvernement français et le gouvernement des Émirats arabes unis. Cette formation d'excellence à la française est d'autant plus importante que ce pays doit faire face à de nombreux défis, notamment climatiques. La plus grande étendue de sable ininterrompu ou désert d'Abu Dhabi est connue sous le nom de Kar vide ou Roub al-Khali. La problématique de l'eau est donc vitale. Le grand projet du gouvernement, c'est de stocker l'eau dessalinée sous la terre, ça veut dire sous les aquifères souterrains, pour les réutiliser quand ça aura besoin. De l'autre côté, il y a un financement d'un gros projet, ça qu'on appelle Rain Enhancement, ça veut dire d'améliorer les pluies
en utilisant de différentes techniques et méthodes basées sur des conditions météorologiques de la région et augmenter presque 10 à 15% les pluies qui viennent dans ce pays-là. L'eau a de tout temps été primordiale dans cette région du monde, comme en témoigne son nom Abu Dhabi, qui veut dire le père de la gazelle. La ville d'Abu Dhabi, ça vient de la nom de Dhabi. Dhabi, c'est le ghazal. Abu, c'est le père du ghazal. Et le mythe, ça dit qu'ils étaient en train de chasser un ghazal, ils sont suivis dans cette île. Et après, ils vont trouver un endroit de l'eau dans cette île. Et ils ont décidé de construire un tour pour le protéger, le source de l'eau. Et après, ils ont construit le fort et la ville d'Abu Dhabi qui a agrandi autour. Dans le désert où l'eau est encore rare, elle est gérée de façon traditionnelle dans les oasis par un savant système d'irrigation millénaire. Ces oasis, grâce à la présence de l'eau, regroupent la population locale. Cependant, quelques habitants continuent de vivre une vie pastorale nomade. J'ai 42 chameaux et chamelles ici. Le principal but de ces chamelles est que lorsqu'elles ont un petit, 6 mois après, je les entraîne pour les courses et lorsqu'ils gagnent, cela me rapporte pas mal d'argent. Les chamelles sont aussi utilisées pour leur lait et leur viande. Bien que rude, ce désert a aussi son charme. Comme le disait si bien Antoine de Saint-Exupéry, j'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. Alors les touristes essaient d'en percevoir les secrets. Mais si l'eau potable est un souci majeur, il en est un autre. C'est la force de l'océan Indien dans le golfe arabique. La mangrove est un enjeu très important pour l'environnement aux Émirats arabes unis aujourd'hui, parce qu'elle a plusieurs fonctions. D'une part, elle héberge une très grande biodiversité, elle protège les littoraux contre des risques naturels venant de la mer, et aussi c'est un puits de carbone extrêmement important dans l'objectif d'atteindre le net zéro carbone dans le futur. Aujourd'hui, il y a 60 millions de plants de mangroves aux Émirats. L'objectif, c'est d'atteindre 100 millions en 2030. À proximité des gratte-ciels, mais loin du tumulte de la vie d'Abu Dhabi, se trouve un endroit tranquille tout à fait inattendu. Cette réserve naturelle d'une beauté et d'une biodiversité unique au monde s'appelle le Mangrove National Park. La mangrove que vous voyez ici a été plantée depuis les années 1970 par le père fondateur de la nation, le cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, parce qu'il connaissait l'importance de la mangrove pour la biodiversité, mais aussi pour la protection de la côte et le changement climatique. Donc la mangrove que vous voyez ici n'est que pour moitié des années 1970. Installée sur une surface de presque 19 km², elle dévoile une forêt luxuriante, traversée de canaux et habitée d'une multitude de créatures. Hérons, flamants roses, tortues, sans oublier les poissons, les dauphins et les dugongs. C'est un lieu de biodiversité unique en son genre. En kayak ou en paddle, quel plaisir d'évoluer en liberté au cœur de la mangrove, dans le silence le plus total. Au loin, les bâtiments ultramodernes créent un contraste tout à fait surprenant, car l'unique bruit que l'on entend ici est celui de l'eau sous l'embarcation et le chant des oiseaux. Les écosystèmes de mangroves sont vraiment uniques parce qu'ils sont entre terre et mer et on les appelle une aire intermédiaire. Nous pouvons voir beaucoup de coquillages, beaucoup de crabes et d'invertébrés et ce substrat unique dans la mangrove. Dans le contexte du réchauffement climatique, préserver et augmenter la taille de la mangrove est primordial. Mais il est d'autres défis pour y faire face. Masdar City est un exemple pratique de la façon dont la technologie moderne nous aidera à réduire la consommation d'énergie, à respirer de l'air plus propre et à créer une meilleure qualité de vie pour tous. Nous nous concentrons sur 3 piliers à Masdar City. L'un d'eux se rattache à l'architecture, qui est fondamentalement au centre, autour de l'aspect humain. La ville est pour les gens, après tout. Nous sommes également très concentrés sur les ressources naturelles en termes d'eau, d'électricité et aussi, bien sûr, de transport. L'un des éléments clés en termes de planification pour la ville. Réseau de transport bas carbone, énergie renouvelable,
Stratégie zéro déchet, sans parler de la minimisation de l'utilisation de l'eau et du recyclage des eaux usées, le développement de la construction de cette ville est très ambitieux. Il s'appuie sur de nouvelles technologies, bien sûr, mais reste aussi ancré sur des techniques naturelles. Masdar City a fondamentalement adopté la philosophie du design passif. Nous regardons tout et optimisons et travaillons avec la nature comme exemple. Masdar City est orienté en termes d'angle spécifique avec le soleil et optimise également le vent, de sorte que vous vous sentez maintenant, par exemple, là où nous sommes, vous sentez la brise glisser et c'est principalement comme cela que nous avons conçu la ville, pour la protéger du soleil et optimiser le refroidissement par le vent naturel. Nous examinons la sélection des matériaux des bâtiments très attentivement, en incluant les matériaux locaux là où nous le pouvons. Évidemment, nous veillons à minimiser notre empreinte carbone et nous avons trouvé des biocarbones et des composants clés dans notre planification pour la ville. Les résultats de l'utilisation de matériaux est critique et les matériaux proviennent généralement de sources locales et sont donc également facilement disponibles à nouveau. Masdar est un exemple réel pour la croissance durable et il est important que nous nous assurions que tout le monde peut adopter ce que nous avons fait ici à Masdar. Une expérience courageuse d'une ville durable initiée par les autorités d'Abu Dhabi. Si le gigantisme des constructions actuelles est de mise dans les bâtiments civils, il en est de même pour les édifices religieux en cette terre d'islam. Le cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, premier président des Émirats arabes unis, fit construire une mosquée. Ce lieu de culte est devenu le symbole national. Cependant, la maison de la famille abrahamique, ce complexe interconfessionnel situé sur l'île de Saadiad, regroupe une mosquée, une église et une synagogue. Il fut ouvert au public en 2023 et témoigne de la tolérance et de l'ouverture sur le monde. La maison de la famille d'Abraham s'est inspirée du document sur la fraternité humaine co-signé par le pape François et le grand imam Ahmed Al-Tayeb, ici à Abu Dhabi en février 2019. Immédiatement après la signature de ce document, les pierres de la fondation de la maison de la famille d'Abraham ont été posées. La signification de la maison de la famille d'Abraham, c'est la première de ce genre, dans le sens que les lieux de culte ont été délibérément construits ensemble, en même temps, dans des dimensions égales et à distance égale les uns des autres, tous sur le même terrain, mais regardant dans des directions opposées en fonction de la foi. Nous avons donc le même aspect à l'extérieur, mais nous sommes uniques à l'intérieur. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres, mais nous ne pouvons regarder dans la même direction et nous sommes toujours sur la même terre. Ces trois édifices religieux sont en calcaire, en bois et en bronze, des matériaux classiques utilisés dans les trois religions. Ils sont intégrés différemment pour chaque bâtiment et reprennent des détails uniques à chaque religion, tels que les dômes, les voûtes et les arcs des mosquées. L'idée d'enceinte, avec l'arche de la Torah et une bima. L'idée d'élévation vers le ciel, dans les églises chrétiennes comme dans les cathédrales. Ces détails ont été intensifiés et magnifiés par l'architecte ghanéen-britannique Sir David Adjaye. Des offices de chaque religion y sont célébrés chaque jour. Nous sommes fiers que plus de gens du pays viennent nous voir que de touristes. En fait, le nombre de fidèles cette année, seulement à la maison de la famille d'Abraham, est de plus de 144 000 personnes. Mais le nombre de visiteurs qui sont venus juste pour visiter était d'environ 118 000. Donc c'est une grande différence entre les deux au cours de ces 11 derniers mois. Et le nombre des croyants, en dehors des horaires de culte, est habituellement de 4. Pour se replacer dans le contexte, à tout moment donné, les lieux de culte ne peuvent accueillir qu'environ 800 personnes. Ainsi, la maison, avec ce nombre de fidèles seulement, fait que nous avons eu les lieux de culte pleins de gens plus de 140 fois cette année seulement. Un émirat qui, sans renier ses traditions, cherche ainsi à être un modèle de cohabitation. Toutes ces réalisations et ces projets font partie de la vision 2030
portée par Abu Dhabi, qui consiste à contrecarrer le piège de la rente pétrolière en investissant dans de nouveaux domaines de l'économie du savoir et en développant le secteur privé plus enclin à l'innovation et à la compétitivité. Il s'agit donc de préserver l'environnement et d'ouvrir l'économie aux investissements internationaux et à une nouvelle population expatriée.